Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h56 sur Sud Radio, l'heure pour vous de vous présenter le face-à-face. Charles-Henri Gallois et votre invité Guillaume Bigot, président de Génération Frexit et auteur de ce nouveau livre, Nos grands défis du 21e siècle, énergie et immigration. Bonjour Charles-Henri Gallois. Bonjour. Bonjour, alors vous êtes cadre dirigeant dans la finance, c'est pas votre premier livre, c'est votre deuxième bouquin. Le premier s'appelait, je crois, Les illusions économiques de l'Union européenne, rejoignons les Britanniques, reprenons le contrôle 2019 aux éditions Fauve. Et cette fois-ci, vous sortez Nos grands défis du 21e siècle, énergie, immigration, reprenons le contrôle. Donc c'est une obsession chez vous, la reprise du contrôle. Bonjour et bienvenue en attendant. Bonjour Guillaume Bigot, merci. Il y a une préface qui est intéressante d'Olivier de la Marche. Et Olivier de la Marche, qu'est-ce qu'il souligne dans cette préface? Il dit que vous êtes il y a deux catégories d'économistes, dit-il, les économistes théoriciens, les économistes qui pratiquent l'économie. Et il y a même une troisième catégorie qui sont les gens qui sont un peu formés à la théorie économique et qui la mettent en pratique. C'est un peu votre cas, c'est ça? C'est-à-dire que vous êtes à la fois quelqu'un qui a un engagement politique, souverainiste, c'est très clair, et en même temps, vous êtes un praticien d'économie. Exactement, en fait, et ça permet des fois de sortir de la théorie. On en discute souvent avec Olivier, notamment sur la question de l'inflation. Parce qu'il y a beaucoup de théoriciens de l'économie qui pensent finalement que la création monétaire n'aurait que peu d'impact sur l'inflation, que ça n'impacterait que les marchés financiers et pas l'économie réelle. Mais ce qu'on expliquait dès le début avec Olivier quand on en discutait, c'est qu'ils oublient comment marche la finance, c'est-à-dire quand vous avez un excès de création monétaire, effectivement au début ça va être essentiellement l'immobilier, les marchés actions qui vont être touchés, mais après, une fois que ces marchés sont déjà hauts, les traders vont spéculer sur les matières premières. Et qui peut croire quelques secondes que la spéculation sur les matières premières ne va pas se retrouver dans l'économie réelle? Le blé, les métaux précieux, etc. Tout ceci se retrouve dans l'économie réelle, et on l'a vu en fait avant qu'il y ait cette vague d'inflation à la consommation. Quand on regardait ce qu'on appelle les prix à la production, donc c'est vraiment l'inflation qui touche les industriels, les chiffres étaient déjà énormes. Des fois, on atteignait, selon les pays, la France ou l'Allemagne, 40, 50%. Et donc, il fallait être complètement hors de toute logique, hors sol, pour penser que l'inflation, pour penser que la création monétaire n'allait pas à un moment créer l'inflation. Et c'est pour ça que ça m'amuse beaucoup. Souvent, on essaye de nous dire, regardez, grâce à l'euro, ça nous protège de l'inflation, mais en fait c'est la politique monétaire de la BCE. L'euro, l'inflation, l'énergie, l'immigration. On va parler de tous ces sujets. On va juste marquer une pause parce que nous aussi on a l'économie réelle et il faut bien des publicités. Et après on prendra vos appels au 0826 300 300. Ce sera après les infos de 13h. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Guillaume Bigot. 13h04 sur Sud Radio. On continue ce face-à-face. Guillaume Bigot, vous recevez toujours Charles-Henri Gallois, président de Génération Frexit, qui vient nous voir pour ce nouveau livre, Nos grands défis du 21e siècle, énergie et immigration. Reprenons le contrôle. Exactement, Esteban, exactement. Donc, président de Génération Frexit, c'est pas un scoop, hein. Vous êtes un Frexiteur. On va en reparler d'ailleurs. Il me semble que vous avez travaillé avec François Asselineau. On va en reparler aussi. Mais on va essayer de faire preuve d'un peu de méthode, partir du général, aller au particulier. Vous nous parlez de deux sujets finalement, énergie et immigration. Donc déjà, pourquoi vous liez ces deux sujets? On le fait relativement peu. Et ensuite, pourquoi il y a beaucoup d'autres thématiques qui auraient pu s'accrocher? Je sais pas, on peut penser à la démographie. La démographie, c'est le destin. L'éducation, c'est fondamental aussi. La sécurité, s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. Vous voyez, ce qu'on peut dire de l'énergie ou de l'immigration, on peut le dire de plein d'autres sujets. Pourquoi ces deux-là et pourquoi ensemble? Alors, pourquoi ces deux-là? Déjà, il me semble que c'est les deux qui vont le plus agir sur le long terme en fait de la France. C'est pour ça que j'ai choisi, parce que même si on regarde les préoccupations des Français, on pourrait dire le pouvoir d'achat. Mais pour moi, le pouvoir d'achat, sur le court terme, on peut prendre des mesures de type baisse de la TVA et autres. Mais en réalité, sur le long terme, ça va jouer. Qu'est-ce qui va jouer? Ça va être justement l'énergie, la capacité à se réindustrialiser qui est éminemment liée à l'énergie. C'est ça qui va déterminer le pouvoir d'achat sur le long terme. C'est ça qui va déterminer en réalité si la France va rester une grande puissance ou non. L'immigration. La démographie aussi, non? En fait, l'immigration, je lis clairement à la démographie. C'est simple, la démographie fait l'histoire. Quand on regarde en 1900, l'Europe était 3 fois plus peuplée que l'Afrique. Maintenant, c'est le ratio inverse et les projections montrent qu'à horizon 2080, l'Afrique pourrait être 7,5 fois plus peuplée que l'Europe. Donc dans ces conditions-là, évidemment que c'est le sujet de l'immigration qui va se poser et c'est le sujet, j'ai envie de dire, de l'immigration qui se pose dès maintenant parce que même les niveaux actuels
de flux migratoires ne sont pas supportables pour un pays comme la France, tout simplement parce qu'on ne peut pas assimiler des peuples. Je rappelle quand même que l'an dernier, il y a 500 000 personnes, immigration légale uniquement, qui sont venues en France. 500 000 personnes, c'est l'équivalent de Toulouse, qui est la 4e ville de France. Ça veut dire qu'en 2 ans, vous faites venir plus de monde que la population de Marseille, qui est la 2e ville de France. En 4 ans, vous avez la population de Paris. Donc, on ne peut pas, si on réfléchit rationnellement, se dire qu'on va réussir à assimiler, ne serait-ce même qu'à intégrer 500 000 personnes par an, ça n'existe pas. Et donc après, pourquoi j'ai lié ces 2 thèmes qui peuvent paraître un petit peu éloignés, même si pour moi c'est les 2 plus grands défis, c'est pour ça que je les ai choisis. Il y a quand même un lien entre les deux, même si pour le livre, il faut être honnête, je parle essentiellement de la situation française. Je lis quand même les deux dans une sorte de transition où j'explique d'une part que le réchauffement climatique va amener des réfugiés climatiques, donc va poser la question de l'immigration, d'où la nécessité de décarboner l'économie. Je parle beaucoup de nucléaire, qui est pour moi la solution pour la France et même plus globalement dans le monde. Et aussi le deuxième point, c'est comment fixer en fait les populations en Afrique si elles vont être 7 fois et demie plus importantes qu'en Europe. Bien en fait, il n'y aura pas de développement de l'Afrique sans énergie, parce que l'énergie, c'est réellement le sang de l'économie. On dit souvent, ce que dit Charles Le Gave par exemple, que l'économie c'est de l'énergie transformée. Il a complètement raison là-dedans. Et donc si on n'arrive pas à apporter cette énergie, notamment décarbonée, je pense au nucléaire, il y a la Russie qui est en train de le faire avec un pays africain. Si on n'arrive pas... Il n'y aura pas d'économie, pas de décollage. Il n'y aura pas de décollage et surtout... Et ça va mal se passer. Et ça va mal se passer parce que les populations voudront quitter. Et pour fixer les populations, il faut qu'il y ait un développement de l'Afrique et il faut un développement énergétique. On voit que les pays qui s'en sortent en Afrique, c'est ceux qui ont des matières premières importantes, le Nigeria, l'Algérie ou autres, qui eux ont quand même si parfois c'est capté essentiellement par le régime, mais d'un point de vue puissance économique, ces pays-là s'en sortent parce qu'ils ont justement une énergie abondante. Et je pense qu'il faudra, à un moment donné, même si c'est pas l'objet de mon livre qui est vraiment sur la France, il faudra à un moment donné aider ces pays-là pour fixer les populations. Et puis il y a peut-être un autre point commun, et c'est toute la thématique de votre réflexion, de livre en livre, c'est le verrou européen sur ces sujets. Alors on va commencer par l'énergie. Vous nous dites finalement que on est à la veille ou peut-être déjà engagé dans un nouveau choc, l'équivalent d'un choc pétrolier en fait. Et les 2 chocs pétroliers, là il y en a un 3e depuis la guerre en Ukraine. Et il faudrait une sorte de plan Mesmer, c'est-à-dire le ministre qui avait lancé la construction des centrales nucléaires, c'est ça? Et pourquoi il n'y a pas ce plan Mesmer alors? Pourquoi on ne réagit pas à l'envolée du prix de l'énergie en accélérant un programme de construction de centrales nucléaires? Alors, il y a même deux problèmes en fait. Il y a pourquoi on ne le fait pas et surtout pourquoi on a saccagé la filière depuis 30 ans. Et donc, il y a ces 2 dimensions-là. Alors, je vais répondre déjà à la première question, pourquoi on ne le fait pas? Il y a une problématique qui est au niveau de l'Union européenne où il y a une sorte de fétichisme des énergies renouvelables. Et le problème qui va se poser, là, on a bien vu, alors Emmanuel Macron avait commencé par son premier mandat par saccager l'énergie nucléaire. Je rappelle quand même que c'est Emmanuel Macron qui a confirmé la fermeture de Fessenheim, il aurait pu l'empêcher. Surtout, il avait gardé dans la loi la perspective de fermer la moitié des réacteurs nucléaires, ce qui est une catastrophe pour le savoir-faire français. Décision prise par François Hollande, mais confirmée par Emmanuel Macron. Non infirmée, on va dire ça. Confirmée par Emmanuel Macron. Et quel est le signal que vous envoyez au niveau du savoir-faire? C'est-à-dire que si vous êtes ingénieur, si vous êtes soudeur, si vous êtes manutentionnaire, mais n'allez pas dans le nucléaire ou partez à l'étranger, là où on veut faire du nucléaire, mais n'allez pas là-dedans. Et donc on a eu une perte de savoir-faire, une perte de formation sur ces métiers-là. Et ça s'est vu lors de la crise l'année dernière, quand une grande partie des centrales étaient en maintenance. C'est la preuve qu'on n'a plus les capacités de savoir-faire. On a dû faire venir des soudeurs américains parce qu'on n'avait plus les compétences, parce que la filière était saccagée. Donc il y a eu Fessenheim, c'est le même Emmanuel Macron d'ailleurs. Fessenheim, d'ailleurs, me semble-t-il, il y a eu cet aveu. C'est un peu coupé, le président de la République, il a dit parce que c'était proche de la frontière, c'est ça? C'était proche de la frontière avec l'Allemagne et les Allemands, quittant le nucléaire, ne voulaient pas avoir des réacteurs nucléaires. Les Allemands décident de ce qui se passe chez nous. Ça montre le problème de souveraineté, évidemment. Et il y a eu un autre point qui est fondamental. En 2019, l'arrêt du projet Astrid, on pourra peut-être revenir dessus, c'est tout ce qui est réacteur de 4e génération, qui est la clé, en fait, pour l'indépendance énergétique de la France. Et maintenant, pourquoi on ne va pas plus fort? Parce que Emmanuel Macron, c'est comme Bruno Le Maire, il est un petit peu lent à l'allumage, mais il semble avoir compris quand même que
Au niveau de l'énergie, la France ne s'en sortira pas. Oui, bah là, il y a une relance quand même de la filière nucléaire. Alors, ils envisagent, au moment il n'y a rien de fait, ils envisagent d'ouvrir 6 réacteurs nucléaires. Déjà, c'est pas assez si on veut décarboner, ce qui est censé être l'ambition. Il en faudrait beaucoup plus. Donc ça, c'est pas assez, mais surtout, il va y avoir un problème avec les règles de l'Union européenne qui vont nous mettre des bâtons dans les roues. Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'il y a une directive, d'ailleurs, qui est passée un petit peu à l'as, personne n'en parle, mais il y a une directive qui a été prise récemment, qui explique qu'à l'horizon 2030, c'est-à-dire demain, 42,5% de l'énergie consommée dans les pays de l'Union européenne, donc la France, devrait être des énergies renouvelables. Dont le nucléaire ne fait pas partie. Dont le nucléaire ne fait pas partie. Et c'est-à-dire que pour atteindre cet objectif de 42,5%, il va falloir faire essentiellement de l'éolien et du solaire qui ne marche pas. Très bonne question, parce que c'est une directive en fait qui a été mise à jour. C'est les directives RED. Et il y avait une directive qui datait de 2009 qui fixait à horizon 2020 un objectif de 23% de consommation de renouvelables. Manque de chance, en 2020, la France était à 19%. Et la Cour des comptes a expliqué que du fait que la directive n'était pas mise en œuvre, la France avait payé une amende entre 500 millions et 1 milliard d'euros. Donc ça veut dire qu'on est en gros à 19%, peut-être un petit peu plus. Et en fait, c'est tellement technocrate, stupide et hors sol, en fait, plutôt que d'avoir un objectif de décarboner l'économie, et peu importe les moyens, on veut vous forcer les moyens avec de l'éolien et du solaire qui ne marche pas, on le voit avec le modèle allemand. Eh bien, en fait, la France, pour éviter l'amende, a songé un moment à acheter à l'étranger de la consommation d'électricité issue d'énergie renouvelable pour être dans les clous au niveau européen. C'est complètement absurde. Et la montée en puissance des énergies renouvelables pose un autre problème pour le parc nucléaire actuel, parce que dans le cadre du marché de l'électricité de l'Union européenne, c'est quelque chose dont on parle très peu aussi. Vous savez qu'en électricité, consommation égale production. Eh bien, il y a une primauté en fait. On peut pas stocker, c'est ça ? Exactement, on peut pas stocker. Il y a une primauté des énergies renouvelables dans le cadre du marché de l'électricité de l'Union européenne, ce qui fait que on est obligé de baisser la puissance des réacteurs nucléaires quand le renouvelable tourne. Sauf que les réacteurs nucléaires, ils sont pas faits pour tourner à basse puissance, ce qui endommage en fait les réacteurs nucléaires, et ce qui explique aussi pourquoi il y a de plus en plus de maintenance, parce que la montée en puissance des énergies renouvelables en fait déstabilise le réseau et abîme le parc nucléaire actuel, dont au contraire on aurait besoin d'augmenter la durée de vie en parallèle évidemment d'une relance avec une construction de nouveaux réacteurs dont on a besoin si on veut se passer des énergies dites carbonées, parce qu'en France, je rappelle quand même, sur le mix énergétique primaire, c'est-à-dire toute consommation d'énergie comprise, le nucléaire c'est environ 40%, le pétrole c'est environ 28%, le gaz 16%, il nous reste 2% de charbon en gros. Bon, après, pas trop chiffre, on va peut-être marquer une petite pause aussi, mais moi je retiens quoi ? Je retiens que nous sommes obligés de faire du renouvelable, dont pas le nucléaire, c'est interdit, et ce renouvelable qu'on nous oblige à faire abîme nos centrales et nous coûte un fric de dingue. Exactement, parce qu'en fait c'est 5 fois moins rentable, d'un point de vue production, concentration énergétique, c'est 5 fois moins rentable les renouvelables, et vous le payez sur votre taxe, sur votre facture. Alors, vous payez une taxe renouvelable. On va y revenir et vous allez nous expliquer aussi le fonctionnement de ce fameux marché européen d'électricité. On continue cet entretien avec Charles-Henri Gallois et avec vous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Guillaume Bigot. Alors, je suis avec Charles-Henri Gallois, auteur d'Énergie et Migration, reprenons le contrôle. Et on va peut-être essayer enfin de comprendre ce qui est vraiment une usine à gaz, c'est le cas de le dire, et en tout cas un casse-tête non pas chinois mais européen, c'est ce fameux marché européen de l'électricité. Expliquez-nous comment ça fonctionne, parce que sincèrement, on a juste compris une chose, c'est que ça fait s'enflammer et s'envoler nos factures, mais pourquoi, comment ? Alors pourquoi, c'est simple, c'est le mode de calcul du prix de l'électricité dans ce marché-là qui avait été voulu par les Allemands, qui, pour schématiser, indexe le prix de l'électricité sur celui du gaz. Et pourquoi les Allemands avaient voulu ça ? Parce qu'ils avaient beaucoup de gaz dans leur mix électrique. Exactement. Une dépendance très forte à la Russie. Mais on voit par exemple l'Espagne qui va fermer ses dernières centrales nucléaires. Elle est très dépendante du gaz algérien. Il va se poser un petit peu le même problème pour l'Espagne avec un fournisseur. Parce que là, depuis la guerre en Ukraine, évidemment, ça a fait mécaniquement exploser le prix du gaz. Ça a fait exploser le prix du gaz et donc le prix de l'électricité. Et d'ailleurs, alors ça c'est pas dans le livre parce que c'est sorti aussi, ça c'est dans le livre, c'est pour l'Arène où il y a un nouveau tarif qui va venir, mais la soi-disant, la prétendue réforme du marché de l'électricité qu'annonçait Agnès Pannier-Runacher en grande pompe, en réalité ne va pas du tout baisser les prix
sur votre facture, parce que le mode de calcul reste exactement le même, c'est-à-dire que le prix de l'électricité va rester indexé sur celui du gaz. Mais comment c'est possible ça? C'est pour des raisons techniques ou pour des raisons juridiques? Mais en fait, c'est que pour changer ce mode de calcul, il faudrait que tout le monde soit d'accord, et notamment les Allemands. Et le problème, c'est que en fait, ça, c'est pas inscrit dans les traités, donc un gouvernement responsable aurait pu rétablir un prix national de l'électricité dès 2021, ce qui aurait évité à la fois l'explosion du prix pour les industriels qui n'étaient pas couverts par le bouclier tarifaire, et ce qui aurait évité de dépenser 50 milliards d'euros, quand même, le bouclier tarifaire, en pure perte, parce que c'est pour un prix fictif de l'électricité. En fait, le prix, on pourrait avoir un prix national qui serait basé sur le coût moyen de production de la France et qui serait bien inférieur, parce que environ 70% du mix électrique français, c'est l'énergie nucléaire qui est moins chère que le prix en fait global. Et donc ça, c'est un vrai problème. On aurait pu rétablir le prix national de l'électricité. Alors pourquoi on le fait pas? On ne le fait pas. Et d'ailleurs, l'Espagne et le Portugal l'ont fait, non? Alors c'est un petit peu différent. Ils ont une dérogation temporaire et c'est une sorte de bouclier tarifaire, mais qui s'applique à tout le monde et dont les industriels, parce qu'ils subventionnent le prix du gaz. Et comme le prix de l'électricité est indexé sur celui du gaz, en subventionnant le prix du gaz, ils baissent le prix de l'électricité. Mais il y a quand même de l'argent en pure perte. En fait, il aurait juste fallu rétablir un prix national de l'électricité, qui n'empêche pas, contrairement à ce que disent tous les bonimenteurs européistes, qui n'empêche pas les interconnexions. Je veux dire, la Suisse n'est pas dans le marché de l'électricité de l'Union européenne et on échange de l'électricité avec la Suisse. On aurait très bien pu avoir un prix national de l'électricité et échanger au prix européen pour les imports-exports. Ce qui, entre nous soit dit, nous aura arrangé, parce que la France étant massivement exportatrice d'électricité, à part l'année dernière avec le problème de maintenance des centrales, eh bien on gagnerait beaucoup d'argent. En réalité, si on n'avait pas saccagé le parc nucléaire, la France aurait pu être l'Arabie Saoudite d'Europe de l'électricité. On aurait pu vendre à prix d'or. Ce que vous dites, il y aurait eu un effet d'aubaine. Si on n'avait pas abîmé notre nucléaire, la guerre en Ukraine faisait qu'on devenait les rois, entre guillemets, du pétrole électrique nucléaire. C'est exactement le sujet, c'est ce qu'on a manqué. En fait, cette crise énergétique aurait dû être quelque part l'apothéose et l'apogée de la grande histoire électrique française avec le nucléaire, mais ça n'a pas été le cas parce que depuis 30 ans, on a saccagé la filière. On l'a saccagé notamment dans ce cadre du marché d'électricité de l'Union européenne. Mais là, pardon, j'aime bien comprendre les choses, et je pense aux auditeurs aussi, comment ça fonctionne. Comment, par quel mécanisme étrange, on arrive à aligner le prix de production d'électricité sur celui du gaz? Parce que ça, vous dites que c'était l'intérêt de l'Allemagne, on peut comprendre, mais évidemment l'intérêt de l'Allemagne avant la guerre en Ukraine, là on comprend pas très bien non plus. L'Allemagne, elle n'a pas envie de se couper, de se tirer une balle dans le pied, parce qu'elle n'a plus de gaz russe. Oui, mais l'Allemagne, ses dirigeants le disent, j'en parle dans le livre, je fais des citations, l'Allemagne a peur d'une chose, c'est que la France ait une énergie bien meilleur marché que l'Allemagne, et donc les industries, au lieu d'aller en Allemagne, aillent en France. Donc en fait, l'Allemagne, quitte à se faire mal elle-même, préfère se faire mal plutôt que la France puisse tirer les marrons du feu. Et on l'a bien vu, parce qu'encore une fois, la prétendue réforme du marché de l'électricité de l'Union européenne garde exactement le même mode de calcul. Mais le marché de l'Union européenne de l'électricité, ça va plus loin d'ailleurs que le seul mode de calcul des prix, parce que c'est dans le cadre de ce même marché qu'on a imposé en fait une mise en concurrence d'EDF et on a en fait saccagé EDF. Et ça remonte à l'époque des Républicains, enfin de l'UMP même à l'époque, parce qu'il y avait eu un paquet de directives qui exigeait une mise en concurrence. Donc c'est l'idéologie du marché, quoi. Voilà, en fait. Mais le problème, c'est un monopole. Il faut dire que c'était un monopole de la production énergétique en France, de l'électricité en tout cas. Comme EDF était très compétitive, il n'y a aucun concurrent qui pourrait arriver sur le marché. Et donc la France a été mise en demeure par l'Union européenne. Et qu'est-ce qu'on fait, l'UMP à l'époque? C'était sous Sarkozy, c'était la fameuse loi NOM, pour créer une concurrence artificielle. Ils ont créé l'AREN, c'est-à-dire que EDF doit vendre à ses concurrents 100 TWh d'électricité à 42 € le mégawattheure. Sauf que la moyenne du prix, c'était pas à 42, c'était à 60. Donc c'est-à-dire que EDF vendait à 42, les autres vendaient à 60, ils faisaient 18 € le mégawattheure sans rien faire, et c'est ce qui a amené une concurrence. Mais en fait, c'est une concurrence pour qu'on comprenne bien, parce que c'est quand même assez, c'est tellement fou, c'est tellement étrange. Il faut quand même s'arrêter là. Et vous dites ça, c'est imposé par l'Union européenne, un peu monitoré, on va dire ça comme ça, par l'Allemagne. La France se trouvait dans une situation où elle avait un avantage comparatif énorme avec cette filière nucléaire. Elle produisait de l'électricité pas très chère, mais on a voulu jouer au marché, comme on joue aux Indiens, aux cow-boys. On était finalement comme des boulangers, on est les seuls à avoir un four pour produire du pain. Et comme on dit, mais il faut quand même avoir de la concurrence, mais les autres n'ont pas de four à pain, puis ils n'ont pas de centrale nucléaire. Il faut obliger le seul boulanger qui a un four à pain qui produit du pain pas cher pour tout le monde
il faut l'obliger à vendre des baguettes à prix cassé à des concurrents qui vont revendre ces baguettes pour jouer à la concurrence. C'est bien ça. Exactement ça. On marche complètement sur la tête. Et ça a été chiffré. D'ailleurs, il y a eu une très bonne commission d'enquête au Sénat là-dessus sur l'énergie. Il y a Henri Proglio, l'ancien PDG d'EDF, qui explique que ce mécanisme-là, ça a coûté 3 à 4 milliards d'euros par an à EDF. Ce qui amène, alors il y a des problèmes de gestion par ailleurs, mais c'est en grande partie ce qui amène la dette d'EDF à l'heure actuelle à 64,5 milliards d'euros. Le problème étant, quand vous avez une dette à 64,5 milliards d'euros, vous n'êtes pas en bonne position pour faire un nouveau plan Messmer et relancer le nucléaire dont on aurait besoin. Donc par ce marché de l'électricité de l'Union européenne, ils ont saccagé EDF, ce qui nous met des bâtons dans les roues pour relancer le nucléaire. Donc on voit que tout a été fait pour saccager la filière nucléaire française au niveau de l'Union européenne. Alors que l'Union européenne n'est pas aidée, ça, on en est absolument convaincu à vous écouter et à vous lire, mais on peut se dire tout de même que en dehors même de l'Union européenne, ce qu'on a fait à nos entreprises, à nos industries. Voilà, par exemple, prenons l'exemple du plan Phoenix. Vous connaissez bien sûr le plan Phoenix, vous allez nous expliquer rappeler ce que c'était. On a quand même jeté un argent absolument considérable dans une technologie qui n'est pas arrivée à maturité, enfin qui n'est pas sortie, en pure perte, on peut dire. Et là, je ne sais pas à combien ça se chiffre, vous le savez sans doute mieux que moi, mais c'est un peu les avions renifleurs nucléaires, là, quand même, non ? Mais ça, en fait... ça, c'est pas l'Union européenne. C'est pas l'Union européenne, mais c'est un choix de politique nationale. C'est-à-dire que ces réacteurs de 4e génération, c'est l'avenir pour la France. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais Super Phoenix a été fermé par une espèce de tambouille politique. C'est à l'époque où Lionel Jospin arrive au pouvoir en 98 suite aux élections législatives et la gauche plurielle. Il y a un accord avec les Verts, et dans cet accord avec les Verts, il y a la fermeture de Super Phoenix. C'est pas du tout fait sur la base d'intérêt de long terme, de réflexion scientifique, c'est une vieille tambouille politique. Et la fermeture du projet Astrid, qui est la même chose. Yves Bréchet, l'ancien patron du CEA. Ce qui est l'héritier, en fait, c'était le projet Astrid. Et Emmanuel Macron, c'est pareil, c'est une espèce de tambouille, de démagogie politique. Quand il était à l'époque avec Nicolas Hulot, qui faisait ses vidéos Make Our Planet Great Again, etc., il a décidé de fermer Astrid. Sauf que c'est une hérésie complète, en fait. Déjà, cette technologie-là, les neutrons rapides, elle marche parce que la Chine, fin 2021, a sorti déjà un réacteur. La Russie a 2 réacteurs qui fonctionnent comme ça. Les États-Unis ont un réacteur aussi à l'étude. Et pourquoi ça serait fondamental pour la souveraineté et l'indépendance énergétique de la France? C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on est sur des centrales et des réacteurs de 2e et 3e génération. Mais en fait, dans ces réacteurs-là, vous devez utiliser de l'uranium enrichi et vous utilisez qu'une infime part de l'uranium, à peine 3%. Avec les réacteurs de 4e génération, vous pouvez utiliser l'uranium appauvri et en plus, vous fermez le cycle du nucléaire, c'est-à-dire que vous utilisez tous les déchets. Vous recyclez. Exactement. Et avec économie circulaire ou production énergétique circulaire. Avec l'uranium actuel appauvri présent sur le sol français, on aurait de quoi, avec des réacteurs de 4e génération, de produire toute l'énergie comprise, c'est-à-dire aussi pétrole, gaz, etc., pour 2000 ans. Donc c'est-à-dire que... Attendez, ça c'est très 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 important. Vous dites qu'en fait, on avait une technologie qui maintenant est développée d'abord par la Chine et aussi par les États-Unis, que nous étions... et par la Russie, que nous étions pionniers et que par démagogie électorale, nous l'avons stoppé. On avait 10 à 15 ans d'avance et maintenant on a 10 ans de retard à cause d'une démagogie électoraliste. Pour le coup, là, c'est pas l'Union européenne, c'est vraiment de la tambouille pure et simple. À l'époque du Parti socialiste, il y avait toujours des Verts qui sont les premiers à saccager les avantages comparatifs de la France. Et après d'Emmanuel Macron, donc ça c'est une catastrophe. Et ça, c'est pareil, il faudrait le relancer aussi vite que possible parce que c'est par cette technologie-là qu'on aura l'indépendance de la France. Parce qu'à l'heure actuelle, l'uranium, on n'a pas de problème. On a de quoi, on a des stocks de réserve, on a quand même un approvisionnement assez diversifié. Les gens s'affolaient avec l'affaire au Niger, mais en réalité, il y a une nouvelle mine qui va être construite en Mongolie, il y a le Kazakhstan, il y a l'Australie, exactement. Donc en fait, on a une certaine diversité, mais c'est-à-dire qu'avec les stocks actuels d'uranium, les stocks connus, les réserves connues d'uranium, et si beaucoup de gens se lancent dans le nucléaire, qui est quand même l'avenir, là, ça va commencer à être plus compliqué. Ce qui va permettre d'avoir cette indépendance sur le long terme, c'est vraiment ces réacteurs de 4e génération, et ça a été criminel en fait, de les arrêter, d'arrêter toutes les études là-dessus en France. Ouais, je crois que ça pose vraiment des questions de responsabilité et peut-être de demander des comptes aux dirigeants qui ont pris ces décisions funestes. On y revient avec vous, je crois qu'on marque une petite pause, Esteban. Une courte pause et puis après on prendra vos réactions et vos commentaires au 0826 300 300. On attend vos appels au standard 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Guillaume Bigot.
Charles-Henri Gallois, ce que vous nous expliquiez était absolument édifiant. Vous nous dites donc, avec nos impôts, nous avions développé un outil nucléaire très en pointe, très en avance, qu'on aurait pu devenir l'Arabie Saoudite de l'électricité et du nucléaire au XXIe siècle. Et moi, ça me rappelle une autre histoire. France Télécom, énorme avantage comparatif aussi. Nous étions les premiers en France à faire des téléphones portables avec des normes compatibles avec Internet. Le tout avant l'explosion. On était dans les années 2000, avant l'explosion. Et puis on a fait Orange, on a tout privatisé, on a tout démoli. Et les exemples pourraient être multipliés comme ça. Vous avez travaillé sur beaucoup de questions économiques. Je vous avais entendu notamment sur l'emprunt européen, sur l'indexation d'ailleurs des obligations d'État, parce que quand on a emprunté de la dette, ensuite il faut rembourser et puis il faut trouver de nouveaux prêteurs. Et en fait, est-ce que vous n'avez pas l'impression, c'est quoi l'idée derrière? C'est qu'on est dirigé par vraiment des gens complètement idiots qui savent pas compter? Est-ce qu'on est dirigé par des gens qui sont corrompus carrément? Est-ce qu'on est dirigé par des gens qui sont aveuglés par leur fanatisme idéologique? C'est quoi le problème? Je pense qu'il y a un triple problème, une forme de démagogie et d'absence de vue long terme, c'est-à-dire la communication en permanence, mais de ne pas traiter les intérêts de la France sur le long terme. Il peut y avoir effectivement une dimension d'incompétence. Je veux dire, quand Bruno Le Maire nous expliquait qu'il allait mettre à genoux l'économie russe, j'ai envie de dire, le pauvre garçon, Bruno Le Maire, les seules personnes qu'il ait mis à genoux dans sa vie, c'est dans ses romans. Mais en vrai, il va mettre à genoux personne. Et en fait, quand on regarde l'économie russe, mais c'était prévisible, se porte pas si mal. C'est les économies européennes qui sont en train de souffrir. Donc on voit bien qu'il y a une incompétence là-dessus. Il y a aussi effectivement la troisième option, mais tant qu'il n'y a pas de preuves tangibles, on ne peut pas l'affirmer, mais il y a une possibilité de corruption ou du moins de trahison aux intérêts de la France. Donc il ne faut pas non plus l'écarter. Mais c'est multiple en fait quand on regarde. Il y a ce problème des sanctions vis-à-vis de la Russie qui sont prises sans étudier absolument les conséquences qu'il va y avoir. On a l'impression qu'ils réagissent à la petite semaine. Quand ils nous font... Court-termisme, les emprunts indexés sur l'inflation. Mais en fait, quand en 2019, en 2020, vous pouviez emprunter à taux fixe, à des taux nuls ou négatifs, et que, par ailleurs, vous saviez que la Banque Centrale Européenne créait de la monnaie à tourner de bras, donc que l'inflation allait revenir, il fallait être complètement stupide pour continuer à émettre des emprunts indexés sur l'inflation. Ils l'ont fait. Autre point, alors là c'est plus un problème de gestion d'ailleurs au niveau de l'Union européenne, effectivement ce fameux plan de relance de l'Union européenne. Normalement, je pensais, en bon gestionnaire, je me disais, en fait, à partir du moment où il y a l'accord, allez, dès 2021, les taux d'intérêt sont encore assez bas, on va emprunter les plus de 800 milliards dont on a besoin pour ce plan de relance. C'est à l'échelle de l'Union européenne. Voilà, à l'échelle de l'Union européenne, comme ça, on va emprunter à taux bas. Et ce que j'ai remarqué, j'ai été le lanceur d'alerte sur cette question-là, c'est qu'à fin 2022, en fait, il restait 636 milliards à emprunter. Sauf que les taux ne sont plus du tout autour de zéro. Maintenant, les taux, ils sont à plus de 3%. De telle sorte que vous allez payer quasiment 300 milliards d'intérêts. Et donc ça veut dire que pour la France, vous allez payer la quote-part de la France, 17,4% à chaque dépense de l'Union européenne. C'est-à-dire que la France va payer en intérêt seul 37 milliards d'euros. J'avais calculé déjà à l'époque le plan de relance sans même... 37 milliards d'euros d'intérêt par an. D'intérêt seul pour la France. Non, au total, 37 milliards pour la France. J'avais calculé déjà ce plan de relance, c'est une arnaque complète pour la France. Même sans ce point d'intérêt, la France devait payer 80 milliards pour en recevoir 40. Payé ou cautionné? Payé. Ça fait pareil. Payé. Payé. Sauf que c'est même plus 40, c'est 37 qu'on va recevoir et c'est plus 80. Comme il y a ce problème des intérêts, ça veut dire qu'en net, on va plus payer 40 milliards, on va payer 73 milliards d'euros. Ça, c'est le Mozart de la finance. C'est ça. Mais même les 40 milliards d'euros, déjà, les 40 milliards d'euros en net qu'on devait payer, il faut savoir que même les 40 qui étaient censés revenir, vous n'avez pas la libre utilisation. Et en plus, c'est par ce truchement-là qu'on a imposé à la France la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites. Mais il n'y a aucun chef d'entreprise sain d'esprit un tel accord qui le signerait. J'ai envie de dire, et c'est ce que je disais, même un demeuré, en fait, n'aurait pas signé un tel accord. Mais pourquoi Emmanuel Macron l'a fait? Je pense pas qu'il soit demeuré. On revient à ma question, pourquoi? Oui. Je pense pas qu'il soit demeuré, mais c'est qu'Emmanuel Macron, il a une idéologie, et son idéologie, c'est l'Union européenne coûte que coûte, et il fait partie... Quoi qu'il en coûte, il fait partie, quoi qu'il en coûte, de cette classe politique prête à sacrifier tous les intérêts de la France au nom de l'Union européenne. Et ça, quelque part... c'est criminel en fait pour les Français parce que c'est pas Emmanuel Macron qui va payer l'addition, c'est le peuple français parce que toutes ces dépenses-là, elles se retrouveront
un jour ou l'autre dans vos impôts. Mais vous iriez jusqu'à dire qu'il y a une sorte de fameux effet cliquet de la méthode Monnet, c'est-à-dire qu'on va à un point, y compris en accélérant l'endettement, etc., à un point où on peut plus faire machine arrière. Et moi, je pense qu'en fait, le plan de relance, il y avait une part d'idéologie là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut se rappeler, il faut se remettre dans le contexte, il y avait eu le Brexit qui a eu lieu, et je pense qu'ils ont fait ce plan de relance pour lier encore plus les pays et pour rendre un départ éventuel plus coûteux. Mais ça, de toute façon, il va être coûteux quoi qu'il arrive, parce que si on reste, on va devoir payer ça. Mais il faut savoir que les remboursements, là, pour le moment, les Français ne le voient pas, parce que le remboursement de ce plan de relance, il va commencer à partir de 2028 jusqu'à 2058. Mais sauf que ça veut dire que la contribution, parce que les taxes, soi-disant taxes européennes, qui déjà sont du siphonnage de la base fiscale nationale, mais ça couvrira pas du tout les fameuses ressources propres, pas du tout des ressources propres, mais bref, ils vont devoir faire appel aux contributions des États membres. C'est-à-dire que la France va avoir son contribution qui va augmenter de 3 à 4 milliards d'euros. Encore plus si on fait l'élargissement aux pays, à l'Ukraine, aux pays des Balkans, là ça va coûter une fortune. Et c'est-à-dire que la contribution nette de la France, qui était 12,4 milliards en 2021, va peut-être passer à 17, 18, 19 ou 20 en fonction de s'il y a élargissement. Mais déjà, ça va augmenter de 3-4 milliards d'euros juste du fait de cette erreur d'avoir fait ce plan de relance et cette erreur de gestion qui est complètement folle en fait au niveau du financement même de ce plan de relance. Mais l'inflation qu'on subit, une inflation notamment énergétique, on le voit quand on va faire nos courses, ok, et là on n'est pas protégé contre cette inflation. Les gens qui prêtent de l'argent à l'État, ou plutôt quand l'État ou l'Union européenne empruntent de l'argent, est-ce que l'Union européenne ou l'État français protège les prêteurs, autrement dit les rentiers ou les gens qui disposent d'épargne, contre l'inflation? Parce que normalement, ce qu'on a appris en économie, c'est quand il y a de l'inflation, ça érode la dette, c'est-à-dire ça limite le prix. Est-ce que vous remboursez moins que ce que vous avez emprunté? Est-ce que ce mécanisme, est-ce qu'on a protégé les prêteurs contre l'inflation? Non, je pense que, vous savez, normalement, le rôle de l'agence France Trésor, c'est de protéger les intérêts du contribuable. Sauf que... Donc c'est clair, donc on les a pas protégés. On les a pas protégés. Je veux dire, regardez le taux du livret A, que de 3%, c'est inférieur à l'inflation. Donc Bruno Le Maire était bien gentil de nous expliquer qu'on a fait les emprunts indexés sur l'inflation, on a continué. Déjà, il y a que 25% qui sont sur les OATI français, le reste c'est sur ceux de l'Union européenne. Donc c'est pas du tout pour protéger les intérêts français. Ça veut dire les obligations à terme. D'accord. C'est les obligations émises par le gouvernement français. Et I, parce qu'elles sont indexées sur l'inflation. Il y a deux types de OATI, ceux indexés sur l'inflation française, celle indexée sur l'inflation en zone euro. Et donc en fait, si c'était le cas, il aurait mis le taux de livret A au même niveau que l'inflation. C'est pas du tout le cas. Donc c'est encore une explication bidon pour justifier en fait une erreur de gestion qui est énorme. Mais ces emprunts indexés sur l'inflation, il faut quand même se dire qu'il y a 54 milliards de pertes latentes. C'est énorme. C'est-à-dire que c'est quasiment, d'un point de vue financier, le plus gros scandale financier de la Ve République. Mais comme c'est technique, que les gens comprennent pas très bien, Bruno Le Maire s'en sort en sortant des arguments. Pourquoi c'est 54 milliards et 54 ça a déjà coûté 15 milliards d'euros 16 milliards d'euros en 2022, ça va coûter 14 milliards d'euros en 2023 et ça va continuer parce que d'intérêt, parce que les intérêts sont liés à l'inflation. C'est un peu comme si alors en France, quand on emprunte pour un appartement, c'est du taux fixe. Mais imaginez qu'on avait indexé ces taux-là sur l'inflation. Quand vous avez une inflation qui était à 6, donc 7, en fait, vous etc., nous confirmez vous avez le taux qui explose. Que nos salaires ne sont pas protégés par le gouvernement contre l'inflation, mais en revanche, les rentiers, eux, sont protégés contre l'inflation. C'est fantastique, fantastique. Et comment vous expliquez aussi cet attachement un peu presque religieux à l'euro? Pourquoi les gens voient l'euro comme un totem? Et d'ailleurs, l'euro, pourquoi c'est mal l'euro? Enfin, pourquoi c'est contre-productif ou moins efficace que pas d'euro? L'euro coûte très cher en fait à la France, à l'industrie française, parce que vous voyez que chaque année on est en train de battre des records de déficit commercial. Et la principale, alors là il y a une dimension énergétique, une dimension vis-à-vis de la Chine, mais quoi qu'il arrive, même avant ça, la principale... Parce que la Chine, elle a du gaz très peu cher, c'est ça? Exactement. D'accord. Et les principaux partenaires, ce sont ceux de l'Union européenne. Le principal déficit de la France, c'est avec les pays membres de l'Union européenne, et en particulier ceux de la zone euro. Avant crise, c'était environ les 2/3. Et qu'est-ce qui se passait quand chacun avait sa monnaie nationale? Une année, l'Allemagne, parce qu'elle était compétitive, avait un excédent commercial vis-à-vis de la France. Eh bien, le mark s'appréciait vis-à-vis du franc, de telle sorte que les exportations françaises devenaient meilleur marché, les importations allemandes devenaient plus chères. Et vous aviez un rééquilibrage de la balance commerciale. Dans l'euro, c'est pas possible. En fait, vous avez l'Allemagne qui accumule des excédents et qui est en train d'euthanasier les industries des pays du Sud.
Mais en fait, les Français, pourquoi ils sont attachés à l'euro? C'est simplement parce que les questions monétaires sont des choses très complexes et qu'il y a un matraquage médiatique où on leur dit attention, si vous sortez de l'euro, ça va être la catastrophe, l'inflation, etc. L'inflation, c'est maintenant. Hein. Donc tous les problèmes en fait dont on nous parle en cas de sortie de l'euro, ils sont maintenant. La hausse de l'endettement, c'est maintenant. L'inflation, c'est maintenant. Et en fait, on essaye de sortir sinon les derniers arguments qui sont complètement bidons, de vous dire c'est quand même pratique quand on va à l'étranger de ne pas avoir à changer de monnaie. Mais en fait, ces arguments des Européistes, c'est des gens qui sont restés bloqués au XXe siècle parce qu'il y a une formidable invention qui s'appelle la carte bleue. Effectivement, vous pouvez aller en Suisse, vous pouvez aller au Royaume-Uni et vous pouvez payer avec votre téléphone ou avec votre carte bleue. Et puis il y a un autre truc qui est formidable qui s'appelle le distributeur de billets, le DAB. Et même si vous allez en Turquie, vous arrivez à l'aéroport, vous pouvez retirer de la monnaie. On n'est plus à l'époque où on devait retirer de l'argent, de la monnaie à la Banque de France. Donc en fait, c'est un argument qui est complètement bidon, qui est arriéré en fait la plupart du temps. Vous êtes en train de dire qu'ils ont justifié le fait de détruire quasiment l'industrie française. Enfin, en tout cas, le pouvoir économique d'un État, sous prétexte quand on va en vacances, de ne pas montrer son passeport pendant 2 minutes. Il y a 50% des Français qui partent pas à l'étranger, et même sans ça, l'argument, la technologie a fait que cet argument, maintenant, il est complètement bidon. On peut très bien, de toute façon, retirer de l'argent, on peut payer par carte dans 99% des commerces. J'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit je vais pas aller à Londres ou à Genève parce que je dois changer de la monnaie, c'est affreux. Oui, c'est un peu comme Erasmus, vous n'avez pas besoin d'Erasmus pour aller faire des échanges universitaires aux États-Unis. Existaient avant, de toute façon, existaient avant l'Union européenne, existeront après. Et Erasmus, c'est juste une bourse. Donc vous pouvez très bien avoir une autre bourse. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les Britanniques. Quand ils ont quitté l'Union européenne, ils ont plus fait Erasmus. Ils ont fait un programme national qui s'appelle Turing. Et ils ont une bourse nationale pour aider les étudiants à partir à l'étranger. Alors ce matraquage, il existe aussi sur la question de l'immigration, qui est le deuxième pilier de votre raisonnement. Et je crois qu'on marque une petite pause et on va réattaquer sur ce sujet. On a juste une petite question sur les réseaux sociaux qui nous dit que deviendrait la dette de la France si on sortait de l'Union européenne? De l'euro, je pense. De l'euro. Parce que si on sort de l'Union européenne, et quelque part ça change rien, mais même de l'euro, c'est un grand argument qui est utilisé pour faire peur aux Français, qui est de dire, vous vous rendez compte, mettons que la dette va exploser. Voilà, si la France sort, que le nouveau franc perd 10%, ça veut dire que la dette augmenterait de 10% à rembourser. Sauf que ce qu'ils oublient de dire, ces gens-là, c'est qu'il y a un principe de droit international qui s'appelle la lex monetae, qui fait que ce qui fait foi, c'est pas la nationalité du créancier, c'est la nationalité du contrat. Or, 98,5% de la dette française est émise en droit français, de telle sorte que vous aurez, si vous sortez au taux de 1 pour 1, même si le nouveau franc se déprécie, en fait, vous allez rembourser 1 euro égale 1 franc. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que ce droit international s'applique, il s'est appliqué à l'aller. Quand vous regardez les communiqués de la Banque de France ou de la Bundesbank, ils expliquent que du fait du principe de la lex monetae, les dettes qui étaient en marque ou en franc deviennent en euros. Et or, l'euro est une monnaie qui est moins forte que le marque, par exemple. Il n'y a absolument aucun créancier de l'Allemagne qui a demandé à être payé en marque parce que ce n'était pas possible. C'est le droit international qui s'applique. Donc non, en cas de sortie de l'euro, il n'y aura pas du tout d'explosion de la dette. Le montant de la dette. Très bien. Merci, on va marquer une courte pause et puis on prendra vos appels au 0826 300 300. Toutes vos questions pour Charles-Henri Gallois. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Guillaume Bigot. 13h45 sur Sud Radio. On continue ce face-à-face avec Charles-Henri Gallois et on accueille Claude qui nous appelle depuis Perpignan. Bonjour Claude. Bonjour Claude. Oui, bonjour Sud Radio, bonjour Guillaume Bigot. Bonjour et bonne année à vous. Et bonne année. Oui, j'allais dire bonne année à Sud Radio et à tous ses auditeurs. Merci. Voilà. Moi, je suis enchanté d'entendre ce qu'a dit Monsieur Gallois. Son nom illustre d'ailleurs me rappelle Renault et la SNCF. Je sais pas s'il y a une parenté. Il y a une parenté d'ailleurs? Pas direct en tout cas. D'accord, pas indirect. Non, voilà. Non, moi je voulais intervenir sur l'immigration, mais avant j'ai deux précisions à apporter sur l'histoire de l'électricité. La première, c'est que le nucléaire français n'a pas été financé par nos impôts, mais il a été financé par les factures d'électricité. Ce sont les consommateurs d'électricité à l'époque qui ont payé la totalité du programme nucléaire. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est pas le gouvernement français à une certaine époque qui a voulu jouer au marché, c'est l'Europe avec un commissaire qui s'appelait Léon Brittan, qui était anglais et qui voulait absolument, avec l'appui des Allemands, finalement casser le monopole d'EDF en France et qui a imposé le marché. Alors après, sur l'immigration, ce que je voulais dire,
c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression, avec une Commission européenne qui a décidé d'imposer à chaque État de prendre des migrants et de payer s'il ne les prend pas, se dire en gros, des technocrates de Bruxelles ont décidé que tous les migrants du monde peuvent venir en Europe, il suffit de les répartir. Et moi, je trouve que la vraie réponse serait de dire, dans le monde entier, il y a des mouvements de population, que ce soit au niveau des Nations Unies, qu'on décide quels sont les continents et les pays et les cultures qui doivent accueillir des migrants, et non pas seulement les Européens. Je cite juste à l'instar pour appuyer sur ce point, dans le dernier livre de Jean-Pierre Aubin, Les profs ont peur, il donne l'exemple de deux réfugiés un couple de réfugiés tchétchènes qui a exigé dans l'école que son garçon soit dans une classe avec un maître et que sa fille soit dans une classe avec une maîtresse. Et moi je dis non, si ces gens-là, ils ont cette culture-là, il y a des tas de pays où ils peuvent aller avec un maître pour les garçons et une maîtresse pour les... mais pas en Europe, pas chez nous, où les femmes et les hommes sont égaux. Donc vous voyez, je pense que l'imposition d'apprendre des migrants, à l'échelle mondiale, il n'y a qu'à répartir, mais pas au niveau européen. L'Europe n'est pas faite pour accueillir tous les migrants du monde. Merci Claude, transition parfaite. Donc Charles-Henri Gallois, est-ce que c'est la faute à l'Europe, comme on dirait en détournant la chanson célèbre, si on a tant de migrants? Sur l'immigration, évidemment, déjà parce qu'on voit que l'immigration illégale, l'Union européenne prend le problème à l'envers, c'est-à-dire que plutôt que de dire effectivement on n'accepte plus un bateau, ce qui serait d'ailleurs ça l'humanité, c'est pas que les migrants risquent leur vie pour la traversée. En faisant cet appel d'air, en fait, il y a de plus en plus de gens qui vont tenter la traversée de la Méditerranée et il y aura plus de morts. La bonne solution sera au contraire d'empêcher toute traversée et donc de baisser le nombre de traversées. Mais l'Union européenne est dans une logique inverse, qui est de dire, effectivement, avec le nouveau pacte des migrations, de dire, mettons ce qui serait le cas, la quote-part de la France, ce sera environ 100 000 personnes par an, faut pas se leurrer. Si on dit qu'on refuse de prendre ces 100 000 personnes par an, à 20 000 euros par tête de pipe, c'est 2 milliards d'euros à payer d'amende. Donc c'est complètement délirant et l'Union européenne veut imposer cette immigration. Mais j'ai envie de dire, c'est plus global que ça, parce que l'immigration illégale, comment voulez-vous 2 secondes lutter contre l'immigration illégale dans le cadre de l'espace Schengen? C'est-à-dire que tout migrant qui arrive en Italie, en Grèce, en Espagne, en quelques jours, il peut être en France. Et je vais même plus loin. Il y a des solutions de bon sens sur l'immigration. Pourquoi on n'applique pas les OQTF ou environ seulement 7%? Pourquoi on n'expulse pas les étrangers délinquants? Pourquoi on n'expulse pas les fichiers S? Je pense que le gouvernement français a intégré que de toute façon dans le cadre de Schengen ça ne servait à rien parce qu'ils peuvent revenir du jour au lendemain, encore une fois par l'Espagne, par la Grèce ou par l'Italie. Donc en fait on s'est complètement désarmé, il est impossible de lutter contre l'immigration illégale, il est impossible d'appliquer une politique ferme qui ferait la différence entre la majorité d'immigrés qui se comportent bien et les délinquants qu'il faudrait expulser. On ne peut pas le faire à cause de l'Union européenne et de ces règles complètement absurdes. Donc si on vous suit, il y a une sorte de syllogisme gallois, c'est pas tous les Crétois sont menteurs, etc. Non, c'est tout dirigeant politique qui prétend pouvoir résoudre le problème de l'immigration en restant à l'intérieur de Schengen. Et en fait, c'est quoi? C'est soit un idiot, soit un menteur. Oui, c'est ça. Dans le cadre de Schengen, on ne luttera pas contre l'immigration illégale. C'est pas vrai. Et on peut pas dire, mais Macron, il avait promis d'appliquer 100% des OQTF. Dans le cadre de Schengen, c'est se moquer du monde. Je veux dire, ça n'arrivera absolument jamais. Et il y a l'autre volet, qui est l'immigration légale. Et quand on regarde un petit peu en France, quel est le premier pourvoyeur d'immigration légale en France? C'est le regroupement familial. Or, depuis 2003, vous avez une directive de l'Union européenne, en fait, qui grave dans le marbre tout le regroupement familial, de telle sorte qu'avant, le regroupement familial, c'était à l'époque sous Giscard, ça avait commencé dès 1974, mais ça a été acté dans la loi, en décret d'ailleurs, en 1976. Quand on était au niveau national, en fait, le décret de Giscard, on pouvait le dégager. Du jour au lendemain, un nouveau gouvernement arrive, il peut l'enlever. Au niveau de l'Union européenne, en fait, c'est gravé dans le marbre, on peut rien faire. Et il y a tout un tas de directives absurdes comme ça, la directive dite retour. C'est d'ailleurs pour ça que dans le projet de loi migration de Darmanin qui sert à rien, on nous dit qu'on va rétablir le délit de séjour irrégulier, ça interdit par cette directive de 2008. Donc c'est pour ça que ça ne passera jamais. Directive mal nommée, parce que pour le coup, c'est sans retour. C'est sans retour. Mais il y a un truc qui est dingue là-dessus et que les Français doivent comprendre. Il y a plus de 60% normalement des demandeurs d'asile qui sont déboutés. Mais sauf qu'il n'y en a aucun qui rentre dans leur pays. Pourquoi? Parce que cette directive retour explique quand même, accrochez-vous bien, que le retour doit être volontaire. C'est-à-dire que si vous interpellez un clandestin, un illégal, on pourrait penser normalement que la police peut l'interpeller et on prépare dans un centre de rétention pour préparer une expulsion. Mais en fait, pas du tout. Le premier retour, il doit être volontaire.
du migrant. Donc évidemment que ça n'arrive jamais. En fait, tous ceux qui sont déboutés de droit d'asile restent. Et ça, c'est le droit soit vous avez des migrations, soit vous avez des migrations. C'est ça le dilemme de l'Union européenne. On va avoir un autre auditeur, je pense, de Narbonne. Oui, c'est Jean-Marc qui nous appelle. Bonjour Jean-Marc. Et bonne année à vous. Bonjour, excellente année à vous, et je me permets d'embrasser notre ami André Berkoff. Voilà. Alors, incompétence, idéologie, c'est les maîtres mots de la France. L'Europe, ceux qui pensent qu'on peut s'en sortir sans sortir de l'Europe, pour moi, sont des plaisantins, ce ne sont pas des gens sérieux, ce sont des comiques. Je voulais revenir au nucléaire. On a essayé de construire une centrale nucléaire sous Sarkozy, qui est pas encore achevée. C'est la centrale de Flamanville, si je ne me trompe pas. Elle devait coûter 3 milliards, elle va coûter une dizaine de milliards. En même temps, de Vergeon, notre reine, la patronne d'Areva. Anne Lauvergeon, la patronne d'Areva. Anne Lauvergeon, grâce à elle, qui a coûté plusieurs milliards, et Monsieur Hollande l'avait remercié en lui donnant la Légion d'honneur. Elle avait coûté plusieurs milliards. On avait vendu donc également un de nos réacteurs en Finlande, qu'on devait faire en 3 ou 4 ans, et en fait il nous coûte 10 milliards supplémentaires, c'est-à-dire qu'au lieu d'encaisser les 3 milliards, on va donner 10 milliards, étant donné qu'il y a quelques petites pénalités de retard, vu qu'il y a 10 ans de retard. Donc le nucléaire, ça fait un moment, je pense, qu'il se casse la figure, avec donc ça date de l'incompétence d'une dizaine d'années. Je voudrais revenir aussi, donc la facture d'électricité, moi j'ai regardé hier, j'ai fait un calcul, en 12 mois, elle a augmenté pour les particuliers de 26%. En 12 mois, c'est-à-dire de 26%. L'essence a augmenté à peu près du même prix. L'essence, le baril, cette année, a tourné dans les 80, à peu près $80 le baril. On a eu l'essence à 2 €. Or, quand il y avait le baril à $140, l'essence était à 1,35 €. Alors ça, les pseudo-économistes ont beau m'expliquer avec ce qu'il y a, ça c'est un fait, c'est un fait réel. Et l'alimentation a augmenté, les besoins de l'alimentation primaire des gens ont augmenté à peu près de 20%. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que tout se barre en vrille en France, parce qu'il n'y a pas que ça, alors on pourrait en parler. Non, bien sûr, mais quelle est votre question à Charles-Henri Gallois? Non, mais j'ai pas vraiment de questions à poser, c'est que ce que je pense, c'est qu'il y a une grande incompétence, il y a une grande idéologie. Oui, c'est un mélange. Voilà, c'est un mélange, mais je vois pas comment, parce que les gens en fait sont quand même, il y a pas mal de gens qui sont en colère, hein, comme nous, bon, voilà, on en fait partie, mais en fait, on est quand même une minorité. Et je pense que les gens, tant qu'ils auront leur petit confort, leur petite vie, ils ne veulent pas changer en fait, les gens. Au fond donc ça amène quand même à une question qu'on peut poser à notre invité, c'est-à-dire c'est comment, par où la sortie, enfin comment on sort. Oui. D'abord, pourquoi il y a aussi peu de gens qui sont conscients que l'Union européenne est un véritable verrou, un blocage, et autrement, comment on lève ce verrou? Alors, déjà, je vais répondre. Merci effectivement, peut-être, monsieur, Bruno Le Maire va vous dire que vous avez un sentiment de perte de pouvoir d'achat ou un sentiment d'inflation, comme Gérald Darmanin nous dit qu'il y a un sentiment d'insécurité. Moi, je pense que c'est une réalité. Et après, comment on en sort? Parce qu'effectivement, il y a un dilemme. Moi, je pense pas que les Français n'ont pas conscience de la situation. Quand vous regardez les sondages sur l'immigration, 80% des Français veulent réduire les flux migratoires. Donc, je pense qu'ils ont conscience qu'il y a un problème. Sur la question du nucléaire, depuis la crise, justement, on voit qu'aussi l'opinion a basculé assez largement en faveur du nucléaire. Mais se pose en fait le verrou de l'Union européenne. Il n'y a pas de connexion avec l'Union européenne. Voilà, se pose la question avec la cause le verrou de l'Union européenne, dont certains n'ont pas conscience, ou d'autres pensent qu'on peut encore la changer. C'est pour ça que dans le livre, je propose une stratégie alternative. Parce que quand on regarde le panorama, en fait, on en est où? Quand vous regardez, il y a une majorité des Français très large qui veulent une Europe des nations. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent récupérer des compétences vis-à-vis de l'Union européenne. L'inverse d'ailleurs de la résolution de l'Assemblée nationale ou celle de l'UE où ils disent qu'il faut encore donner plus de pouvoir à l'UE. Donc on voit la déconnexion des élus par rapport à ce que demandent les gens. Mais malgré ça, effectivement, on leur a tellement matraqué, ça va être la catastrophe si vous sortez, les gens ont encore peur. Et quand on regarde le Frexit, est entre 30 et 40% selon les sondages. Donc ce que je propose, c'est une stratégie alternative qui dit on va faire ce que veulent les Français. C'est-à-dire que sur une présidentielle, parce que vous ne pouvez pas le faire sur une élection européenne, vous pouvez bloquer des nouveaux traités ou autres, mais vous ne pouvez pas changer l'Union européenne telle qu'elle est. Mais une présidentielle, vous pouvez. Et je propose la stratégie suivante, c'est de dire, président de la République, en fait, je vais proposer à mes partenaires européens un nouveau traité. C'est un traité d'Europe des nations, ce que veut le peuple français, qui remplace en fait l'Union européenne. C'est-à-dire que ce serait la fin de l'Union européenne. Vous commencez par proposer une autre Europe, la fameuse autre Europe. Par une Europe des nations. Le Loch Ness, alors après, ça fait très longtemps qu'on en parle. Il y a deux possibilités. Moi, je ne crois pas beaucoup, comme il faut l'unanimité, que les partenaires voudront. Mais c'est une
vertu pédagogique, c'est-à-dire ça montre au peuple français que regardez, en fait, moi je propose l'Europe des nations que vous voulez, mais les partenaires n'en veulent pas. En gros, c'est la preuve par les faits, mais ce qu'on sait quand on étudie l'Union européenne, que l'Union européenne est réformable. Et derrière, vous enclenchez un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne et vous dites, si vous voulez que j'applique le programme pour lequel j'ai été élu, il faut voter pour la sortie. Et je trouve ça en plus bien plus habile que les stratégies qu'on entend à l'heure actuelle qui sont de dire il faut une supériorité du droit national sur le droit de l'Union européenne. Parce que si vous étiez en position de gagner pendant l'entre-deux tours, qu'est-ce qu'on va vous matraquer ? L'Union européenne, ce n'est que des traités et du droit. Donc en fait, la supériorité du droit national sur celui de l'Union européenne, au-delà du fait que l'application serait très difficile pour tout un tas de raisons sur lesquelles je peux revenir, en fait, on va vous taxer d'être pour le Frexit. C'est quand même l'opposé de la stratégie. Je trouve là, ce que vous décrivez, c'est comment vaincre un obstacle politique, ce qui est important. Mais je trouve ça bien plus habile de dire, regardez, moi je propose une Europe des nations et derrière je fais un référendum. En fait, on peut vous taxer de quoi ? À part de dire que vous êtes démocrate, il y a pire injure. On peut pas dire que vous êtes en faveur du Frexit. Donc je pense que c'est objectivement la meilleure stratégie qu'il faut mettre en place en 2027 pour sortir de là, et ce qui permettra derrière, dans le cadre de cette stratégie-là, d'avoir un programme qui permette de reprendre le contrôle, entre autres de la question migratoire et entre autres évidemment de la question énergétique. Et oui, la politique, c'est de la pédagogie. En tout cas, merci pour votre pédagogie à vous, Charles-Henri Gallois. Je rappelle que vous êtes le président de Génération Frexit et que vous êtes l'auteur de Nos grands défis du 21e siècle, énergie et immigration. Reprenons le contrôle. Bonne année à vous, bonne année à tous sur Sud Radio. Et merci Guillaume Bigot d'avoir animé cette émission aujourd'hui. Demain, c'est André Berkoff qui sera de retour entre midi et 14h. Tout de suite, c'est Brigitte Lay sur Sud Radio. Bon après-midi à vous.